Une romance de 3 jours avec un étudiant en architecture s'est terminée pour une touriste allemande de 20 ans, par une fracture du cou et un enterrement dans une colonne de construction. Son corps, les mains liées, n'a été retrouvé que 2 mois après sa disparition. Tout a commencé le 29 août 2018, lorsque Lina Bernstein, une étudiante en communication médiatique originaire de Cologne, s'est envolée pour les Émirats arabes unis. Il s'agissait de son premier voyage dans la région du Golfe Persique, organisé conjointement avec 2 amies de l'université, Catherine Meyer et Sophia Haas. La destination était l'émirat de Ras Al Khaimah, connu pour ses stations balnéaires et ses normes sociales plus souples pour les étrangers que celles de l'émirat voisin, Dubaï. Le groupe a séjourné dans le complexe hôtelier 5 étoiles Al-Hamra Residence, situé sur la côte. Les 2 premiers jours du voyage ont suivi un itinéraire touristique classique, avec des tentes à la plage, visites de centres commerciaux et dîners au restaurant. Selon ses amis, Lina était de bonne humeur et documentait activement le voyage sur ses comptes de réseaux sociaux. Le 31 août, lors d'un cocktail en soirée dans le bar du hall de l'hôtel, un jeune homme s'est approché des filles et s'est présenté sous le nom de Saïd. Il parlait couramment l'anglais et l'allemand, expliquant qu'il avait étudié dans une école internationale privée. Le jeune homme a dit qu'il avait 22 ans et qu'il étudiait l'architecture à l'université américaine de Sharjah. Lui et Lina se sont tout de suite bien entendus. Saïd Al-Mahdi, comme il s'est présenté plus tard, semblait être un homme instruit et sûr de lui, avec une mentalité occidentale. Il était vêtu de vêtements de marque européens coûteux, qui contrastaient avec les vêtements traditionnels de nombreux habitants. Il a discuté avec Lina d'art contemporain, de cinéma et de ses ambitieux projets architecturaux pour le futur Néo-Dubaï. Au cours de leur première conversation, il a mentionné son père avec désinvolture, le qualifiant de homme d'affaires influent, mais a souligné sa propre indépendance financière et idéologique. Selon Catherine et Sophia, elles ont quitté le bar vers minuit, laissant Lina en compagnie de sa nouvelle connaissance. Pendant les 3 jours suivants, Lina Bernstein n'a pratiquement pas quitté l'hôtel, passant la plupart de son temps avec Saïd. Elle a répondu aux messages de ses amis, les assurant que tout allait bien et qu'elle avait rencontré une personne incroyable. D'après ces courts messages, il semblait que leur relation évoluait rapidement. Saïd l'a installée dans une suite séparée à un autre étage qu'il a payé avec sa carte de crédit. Il lui a offert des cadeaux coûteux, a commandé le service d'étage auprès des restaurants les plus prestigieux du complexe et, comme l'a raconté Lina, lui a fait part de ses projets d'avenir avec elle. Un élément clé de ses récits était l'idée qu'il avait rompu avec les traditions conservatrices de sa famille et qu'il prévoyait de déménager en Europe après l'obtention de son diplôme, peut-être à Berlin, pour créer son propre cabinet d'architecture. Il a convaincu Lina que son père, le cheikh Khalil Al-Mahdi, n'avait aucune autorité sur lui et qu'il contrôlait ses propres finances et sa propre vie. Cette version des faits, comme cela a été établi par la suite, n'avait rien à voir avec la réalité. Saïd Al-Mahdi était en effet le fils d'un cheikh, dont la famille occupait une position importante dans les milieux d'affaires et politiques de l'émirat de Ras Al Khaimah, et possédait une grande société de construction et d'investissement qui réalisait plusieurs projets sur la côte, notamment la construction du nouvel hôtel de luxe Emerald Bay. Cependant, contrairement à l'image qu'il avait créée, Saïd était totalement dépendant de sa famille sur le plan financier et social. Ses comptes étaient étroitement surveillés et chacun de ses mouvements était supervisé par des gardes du corps personnel qui, apparemment, avaient reçu pour instruction de ne pas intervenir, à moins que ses actions ne dépassent certaines limites. Le 3 septembre, 4e jour de leur rencontre, la situation a changé. Le matin, Saïd a quitté la chambre, invoquant une réunion urgente avec son père au sujet des affaires familiales.
Il a promis de revenir pour le déjeuner. Cependant, il n'est pas revenu. Lina a essayé de le contacter par téléphone, mais son numéro n'était plus en service. Ses messages sur les messageries instantanées sont restés sans réponse. Le soir venu, l'inquiétude de Lina s'est transformée en panique. Elle a fait part de ses craintes à ses amis, qui lui ont suggéré de descendre dîner et d'essayer de se distraire. Lina a refusé, décidant d'attendre Saïd dans sa chambre. C'était la dernière fois que Catherine et Sophie lui parlaient en personne. Le matin du 4 septembre, Lina Bernstein ne s'est pas présentée au petit déjeuner. Ses amis, inquiètes de ne pas obtenir de réponse à leurs appels et messages, ont contacté la direction de l'hôtel. Le personnel de sécurité est monté dans la chambre et a trouvé le lit intact, les effets personnels de Lina, notamment son passeport, son portefeuille et son téléphone portable, posés sur la table de chevet. La jeune fille elle-même n'était pas dans la chambre. Les caméras de vidéosurveillance dans le couloir ont enregistré Lina quittant sa chambre tard dans la soirée du 3 septembre, vers 23h15, et se dirigeant vers le hall des ascenseurs. Elle n'a plus été vue sur les caméras de l'hôtel. La réaction initiale de la direction de l'hôtel Al-Hamra Residence à la disparition de la cliente a été modérée. Le responsable de la sécurité a assuré à Catherine Mayer et Sophia Haas que de tels cas arrivaient parfois et que, en règle générale, les clients étaient retrouvés en quelques heures. Une enquête interne a été lancée, comprenant des entretiens avec les employés qui avaient travaillé pendant le service de nuit et un examen des images de vidéosurveillance. C'est alors qu'un fragment de vidéo a été découvert, montrant Lina quittant sa chambre dans la soirée du 3 septembre. Cependant, il s'est avéré impossible de suivre ses mouvements par la suite. Le système de vidéosurveillance de l'hôtel comportait des angles morts, en particulier dans les escaliers et les couloirs de service, et les caméras du parking n'ont pas enregistré son départ du bâtiment. Après 6 heures de recherches infructueuses et sous la pression des amis de Lina, la direction de l'hôtel a prévenu la police locale. Une équipe du département de police de Ras Al Khaimah est arrivée et a inspecté la chambre, qui avait déjà été scellée par le service de sécurité de l'hôtel. La procédure était formelle. La police a enregistré la présence d'effets personnels, d'un passeport et d'un téléphone, a rédigé un bref rapport et a emporté le téléphone portable pour approfondir l'enquête. Catherine et Sophia ont été interrogées dans une pièce séparée. Les enquêteurs se sont principalement intéressés à la moralité et au comportement de Lina. Les questions portaient sur sa consommation d'alcool, ses éventuelles relations avec d'autres hommes et sa situation financière. Les informations concernant Saïda Al-Mahdi ont été notées, mais, selon ses amis, sans enthousiasme apparent. L'un des agents a fait remarquer que les touristes étrangers se comportent souvent de manière imprudente. Le lendemain, le 5 septembre, n'ayant reçu aucune information substantielle de la police, Catherine Mayer a contacté la section consulaire de l'ambassade d'Allemagne à Abu Dhabi. Cette démarche a donné un statut officiel à l'affaire. Les diplomates ont envoyé une demande officielle au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis et à la police de Ras Al Khaimah, exigeant des informations sur l'enquête relative à la disparition de la citoyenne allemande. Dans le même temps, la police a interrogé Saïd Al-Mahdi. Cet interrogatoire, si l'on peut l'appeler ainsi, était radicalement différent de la procédure suivie par les amis de Lina. Il n'a pas eu lieu dans un commissariat de police, mais dans la villa privée de la famille Al-Mahdi. 2 officiers de police de haut rang étaient présents. Selon le rapport officiel, la conversation a duré moins d'1 heure. Saïd a confirmé qu'il connaissait Lina Bernstein, décrivant leur relation comme une brève histoire d'amour de vacances. Il a déclaré que le soir du 3 septembre, ils avaient eu une dispute à propos de la jalousie de Lina, après quoi, selon lui, elle avait quitté sa chambre et il ne l'avait plus revue. Il a suggéré qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre.
Le rapport ne mentionne aucune autre question sur la nature de la dispute ou sur ses actions après le départ présumé de Lina. Son alibi pour la nuit du 3 au 4 septembre, il aurait passé la nuit dans la résidence familiale, a été confirmé uniquement par les déclarations des membres de sa famille et de ses gardes de sécurité privés. Aucune preuve objective, telles que les données de géolocalisation de son téléphone ou les images de vidéosurveillance à l'extérieur de la villa, n'a été incluse dans le dossier. 2 jours après cette conversation, l'enquête relative à Saïd al-Mahdi a été effectivement close. Les diplomates allemands ont été informés par des voies non officielles que Saïd n'était pas suspect et qu'il avait quitté le pays pour un stage de formation de longue durée dans un cabinet d'architectes à Istanbul, qui avait été prévu bien avant les événements décrits. Pendant ce temps, à Cologne, la famille Bernstein, ayant appris la disparition de leur fille, a lancé sa propre campagne. Le père de Lina, Marcus Bernstein, enseignant, et sa mère, Ingrid, infirmière, ont contacté la police fédérale allemande et le ministère des Affaires étrangères. Ils ont donné aux enquêteurs accès aux comptes de réseaux sociaux et à la correspondance personnelle de leur fille. L'analyse de ces données n'a révélé aucun signe de dépression, de tendance suicidaire ou de projet de fuite. Au contraire, les derniers messages de Lina étaient pleins d'enthousiasme pour le voyage et sa nouvelle connaissance. La version officielle de la police de Ras Al Khaimah, communiquée à la partie allemande, était que Lina Bernstein avait très probablement quitté l'hôtel de son plein gré et avait disparu pour des raisons personnelles. Une théorie était qu'elle était peut-être partie pour un autre émirat avec sa nouvelle connaissance. L'affaire a été classée comme « disparition sans preuve criminelle ». Catherine et Sophie ont été contraintes de retourner en Allemagne à l'expiration de leur visa. Leurs tentatives pour obtenir un nouvel interrogatoire ou des informations supplémentaires de la part des autorités des Émirats arabes unis ont été vaines. L'enquête s'est retrouvée dans une impasse totale. Au cours des semaines suivantes, l'histoire de la disparition de l'étudiante allemande a été régulièrement relayée par les médias européens. Mais, en l'absence de nouveaux éléments, elle a rapidement disparu des premières pages. Pour les autorités de l'Émirat, l'affaire était close. Pour les Bernstein, ce fut le début d'une période d'incertitude angoissante qui a duré près de 2 mois. Personne n'aurait pu deviner que la réponse se trouvait à quelques kilomètres seulement de l'hôtel où Lina avait été vue pour la dernière fois, cachée sous une couche de béton qui durcissait rapidement. Les 2 mois qui ont suivi la disparition de Lina Bernstein se sont transformés en une série d'enquêtes infructueuses et de réponses formelles pour sa famille et ses amis. Le consulat allemand à Abu Dhabi a régulièrement indiqué que les autorités locales poursuivaient leurs efforts de recherche et d'enquête, mais aucune information spécifique n'a été fournie. L'affaire a été effectivement gelée, devenant l'une des nombreuses unités statistiques dans la catégorie des citoyens étrangers disparus. Pendant ce temps, à 10 km au sud de l'hôtel Al-Hamra Residence, sur la côte, la construction d'un nouveau complexe touristique à grande échelle, Emerald Bay, battait son plein. Le projet, détenu par un fonds d'investissement contrôlé par la famille Al-Mahdi, était un plan ambitieux visant à construire un hôtel 7 étoiles, une marina et plusieurs dizaines de villas de luxe. Les travaux étaient effectués 24 heures sur 24, en plusieurs équipes. Le contingent principal de travailleurs était composé de migrants originaires du Pakistan, d'Inde et du Bangladesh. Début septembre, alors que la police de Ras Al Khaimah enquêtait officiellement sur la disparition d'un touriste allemand, les piliers en béton destinés aux fondations du bâtiment principal de l'hôtel étaient coulés sur le chantier d'Emerald Bay. Il s'agissait d'un processus standard, à la chaîne. Des armatures de renfort étaient installées dans le coffrage, puis du mortier de béton y était pompé à haute pression. La qualité du mélange et le processus de coulage étaient contrôlés par les ingénieurs du projet.
Aucun écart par rapport au processus technologique n'a été enregistré pendant cette période. À la mi-octobre, alors que la charpente du bâtiment avait déjà été érigée sur plusieurs étages, les ouvriers chargés de la finition du sous-sol ont commencé à se plaindre d'une odeur étrange et désagréable. Au départ, on n'y a pas prêté particulièrement attention, attribuant cela à la décomposition éventuelle des déchets de construction, à des réactions chimiques ou à des égouts bouchés dans les locaux techniques voisins. Le climat chaud et humide de l'Émirat a contribué à la propagation rapide de toute odeur organique. Cependant, au fil des semaines, l'odeur a non seulement persisté, mais s'est intensifiée, acquérant des notes putrides distinctes. Elle se concentrait dans la zone de l'une des colonnes porteuses de l'aile est du futur hall d'entrée. Les superviseurs ont procédé à plusieurs inspections, mais la source de l'odeur n'a pas pu être trouvée. Début novembre, la situation était devenue critique. L'odeur était si forte qu'il était pratiquement impossible de travailler dans cette partie du bâtiment. Les ouvriers ont commencé à refuser de prendre leur service dans cette zone et des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'un mauvais endroit et de jeans. Face à la menace de retard dans la construction et à une révolte potentielle des ouvriers, la direction du projet a été contrainte de prendre des mesures. Une équipe d'ingénieurs a été appelée pour mener une enquête approfondie. À l'aide d'équipements spéciaux, notamment des caméras thermiques et des détecteurs de gaz, ils ont pu localiser l'anomalie. La source de l'odeur se trouvait à l'intérieur d'une énorme colonne en béton armée numéro 42B. Cette découverte a laissé les ingénieurs perplexes. Selon tous les codes de construction et la documentation, la colonne était censée être une structure monolithique composée de barres d'armature et de béton de haute qualité. La présence d'une source de décomposition organique à l'intérieur était techniquement impossible si toutes les procédures avaient été respectées. La seule explication possible était qu'un gros objet étranger était tombé dans le mélange de béton pendant la phase de coulage. La décision a été prise de démanteler partiellement la colonne, malgré les coûts financiers et le temps considérable que cela impliquait. Le 5 novembre 2018, les ouvriers ont commencé à ouvrir la colonne à l'aide de foreuses industrielles et de marteaux-piqueurs. Les travaux ont progressé lentement en raison de la grande résistance du béton. Après plusieurs heures de forage, le foret de l'un des outils est tombé dans un vide. Lorsque le trou a été agrandi, une odeur âcre et nauséabonde s'est répandue avec une force renouvelée. À la lumière d'un puissant projecteur dirigé vers la brèche, un tissu sombre est d'abord apparu, puis quelque chose ressemblant à des cheveux humains. Les travaux ont été immédiatement interrompus. Le contremaître, un homme d'âge moyen originaire du Pakistan, a contacté la direction du chantier, qui a à son tour appelé la police. Les agents des forces de l'ordre arrivés sur les lieux ont bouclé la zone. L'ouverture de la colonne s'est poursuivie sous leur supervision, mais avec plus de prudence. Morceau par morceau, les constructeurs ont taillé le béton jusqu'à ce qu'ils aient complètement exposé le contenu. À l'intérieur du monolithe de béton, en position verticale, se trouvait le cadavre d'une femme. Le corps était en état de décomposition avancée, mais il était clair que la mort n'était pas accidentelle. Les mains de la victime étaient attachées derrière son dos avec un lien en plastique épais. Le corps présentait de nombreuses écorchures et contusions, en particulier au niveau des poignets et des avant-bras, indiquant des signes de lutte. Plus tard, un examen médico-légal déterminera la cause exacte du décès, asphyxie et fracture du cou. La découverte sur le chantier d'Emerald Bay a instantanément transformé l'affaire oubliée d'une touriste disparue en une enquête pour meurtre. L'identification du corps extrait de la colonne de béton s'est avérée extrêmement difficile en raison du degré élevé de décomposition, accéléré par les processus chimiques à l'intérieur du béton et la température ambiante élevée. L'identification visuelle était hors de question.
Un premier examen effectué par un pathologiste sur les lieux de l'incident n'a permis de déterminer que le sexe de la victime, son âge approximatif, entre 18 et 25 ans, et son origine ethnique caucasienne. La police de Ras Al Khaimah a immédiatement examiné les archives de toutes les affaires de personnes disparues, non résolues, au cours des 6 derniers mois. Le cas de Lina Bernstein était le principal, mais pas le seul. Un petit détail découvert lors d'un examen plus approfondi des restes est devenu un indice clé. Une boucle d'oreille en argent en forme de croissant a été trouvée dans le lobe de son oreille droite. Une photo de la boucle d'oreille a été envoyée en Allemagne par l'intermédiaire d'Interpol. Catherine Mayer et Sophie Haas, à qui la photo a été montrée, ont immédiatement reconnu le bijou. Il s'agissait d'une boucle d'oreille qu'elles avaient achetée avec Lina sur un marché à Cologne une semaine avant leur voyage aux Émirats arabes unis. C'était la première preuve tangible reliant le corps retrouvé sur le chantier à l'étudiante allemande disparue. Un examen dentaire était nécessaire pour confirmer officiellement l'identité. La famille Bernstein a fourni des radiographies et des empreintes de la mâchoire de leur fille à la police fédérale allemande. Une comparaison des dossiers dentaires de Lina avec les restes effectués au laboratoire médico-légal central d'Abu Dhabi a révélé une correspondance à 100%. Le 9 novembre 2018, le corps retrouvé dans la colonne numéro 42B a été officiellement identifié comme étant celui de Lina Bernstein. La nouvelle du meurtre brutal et de la découverte du corps a incité les autorités de l'Émirat à rouvrir l'enquête. Cependant, l'orientation de celle-ci a soulevé des questions dès le début. Le fait que le corps ait été retrouvé sur un chantier appartenant à l'entreprise de la famille Al-Mahdi faisait de Saïd, la dernière personne à avoir vu Lina vivante, le suspect évident et principal dans toute enquête indépendante. Mais dans ce contexte, ce fait a été la raison pour laquelle son nom a été presque immédiatement retiré de la liste des suspects. La version officielle que les enquêteurs ont commencé à élaborer reposait sur l'hypothèse que le crime avait été commis par des travailleurs migrants. La police a mené une série de raids dans les dortoirs où vivaient les ouvriers du chantier d'Emerald Bay. Plus de 50 personnes ont été arrêtées, principalement originaires d'Asie du Sud. Les interrogatoires ont été brutaux, sans la présence d'avocats ou d'interprètes. L'objectif principal était de trouver des incohérences dans les témoignages et d'exercer une pression psychologique. Cette version a été activement divulguée aux médias locaux contrôlés par l'État. Les journaux ont publié des articles suggérant que le touriste allemand aurait pu être victime d'un malentendu culturel ou d'un vol commis par des travailleurs étrangers aux mœurs légères. La partie allemande, notamment l'ambassade et les enquêteurs du Bundeskriminalamt, office fédéral allemand de police criminelle, envoyé aux Émirats arabes unis, a exprimé des doutes quant à l'objectivité de cette approche. Elle a insisté pour réinterroger Saïd Al-Mahdi et vérifier son alibi. Cependant, les autorités des Émirats arabes unis ont refusé. Elles ont déclaré que Saïd Al-Mahdi se trouvait à l'étranger, que l'on ignorait où il se trouvait en Turquie et qu'il avait déjà été interrogé et complètement écarté comme suspect lors de la phase initiale. Aucune autre mesure d'enquête n'a été prise à son encontre. L'enquête sur les travailleurs n'a également donné aucun résultat. Malgré des interrogatoires intensifs, la police n'a trouvé aucune preuve directe reliant l'un des détenus au meurtre de Lina. Il n'y avait ni témoin, ni preuve, ni motif. Après quelques semaines, tous les détenus ont été libérés faute de preuves, après avoir signé un accord de confidentialité. À la fin de l'année 2018, l'enquête sur le meurtre de Lina Bernstein a été discrètement suspendue. Elle a ensuite été classée sans suite avec la mention « en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs ». Dans les documents officiels remis à la partie allemande, l'affaire est restée non résolue. Cependant, au sein de l'Émirat, l'histoire a connu une fin différente et non officielle.
Dans les documents de l'entreprise de construction Al-Mahdi Construction, l'incident lié à la découverte du corps a été classé comme une anomalie de construction et une circonstance imprévue qui a entraîné un retard dans le projet. La compagnie d'assurance a versé au promoteur une indemnisation pour les pertes liées au démantèlement de la colonne et à la suspension des travaux. Ainsi, sur le plan financier et juridique, la tragédie a été réduite à un problème de production. Saïd Al-Mahdi n'est jamais retourné aux Émirats arabes unis. Selon certaines informations, il aurait poursuivi ses études au Royaume-Uni, disparaissant complètement de la scène publique. La famille Bernstein n'a jamais obtenu justice. L'hôtel Emerald Bay a été achevé avec 6 mois de retard et a officiellement ouvert ses portes en 2020. La colonne numéro 42B, restaurée et impossible à distinguer des centaines d'autres, fait désormais partie d'un hall luxueux où des centaines de touristes passent chaque jour sans se douter des événements qui se sont déroulés à cet endroit à l'automne 2018. En 2025, l'affaire du meurtre de Lina Bernstein reste officiellement non résolue. Elle a été transférée aux archives du département de police de Ras Al Khaimah, accompagnée d'une note indiquant que les mesures d'enquête actives avaient été suspendues. Pour le système judiciaire des Émirats arabes unis, cette affaire est close. Cependant, une analyse des conséquences et des détails qui ont suivi la clôture de l'affaire nous permet de brosser un tableau plus complet de ce qui s'est passé. Le facteur clé qui a déterminé l'issue de l'enquête a été l'immunité de la famille Al-Mahdi. Toute tentative de l'enquête de prendre sérieusement en considération la version de l'implication de Saïd Al-Mahdi a été réprimée au plus haut niveau. Dans les milieux juridiques et diplomatiques familiers avec la pratique des affaires dans les pays du Golfe Persique, cette issue n'a surpris personne. Le principe de protection de la réputation et des intérêts des clans influents prime absolument sur les exigences du droit formel, en particulier lorsque la victime est un citoyen étranger ayant peu ou pas d'influence politique. Après avoir initialement formulé des demandes exigeantes, le gouvernement allemand a progressivement réduit le niveau de pression diplomatique. Après que les autorités des Émirats arabes unis aient officiellement notifié à Berlin que l'affaire avait été classée en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs, la question est passée d'un problème interétatique aigu à une routine consulaire. Les intérêts économiques liés à des contrats de plusieurs milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et de l'armement se sont avérés plus importants que l'enquête sur la mort d'un seul citoyen. L'affaire Lina Bernstein est devenue une note de bas de page dans les rapports annuels sur la sécurité des citoyens allemands à l'étranger, mais rien de plus. Ayant épuisé toutes les voies officielles, la famille Bernstein a tenté de lancer une enquête privée en engageant une agence de détectives internationale. Cependant, ces activités aux Émirats arabes unis étaient pratiquement impossibles sans la coopération des autorités locales, qui leur a été refusée. Les détectives n'ont pu que confirmer ce qui était déjà connu. Après son départ pour la Turquie, Saïd Al-Mahdi s'est installé à Londres, où il a poursuivi ses études sous un autre nom, avec la protection totale et le soutien financier de sa famille. Toute tentative de le contacter ou de contacter ses représentants a été bloquée. En 2020, la famille Bernstein a intenté une action en justice devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, la compétence de la Cour ne s'étend pas aux Émirats arabes unis, et l'action a donc été rejetée. Après cela, Marcus et Ingrid Bernstein ont cessé toute communication avec la presse. Ainsi, une histoire qui avait commencé comme une romance de vacances s'est terminée comme un exemple typique d'impunité due au statut et au pouvoir. Toutes les preuves factuelles, de la chronologie des événements au lieu où le corps a été retrouvé, désignaient un petit cercle de personnes associées à la famille Al-Mahdi. Cependant, l'enquête officielle a été détournée et interrompue dès qu'elle s'est trop rapprochée de cette piste.
Le dernier acte a été le silence total de toutes les personnes impliquées dans les poursuites. Les autorités des Émirats arabes unis considèrent l'affaire comme close. Les diplomates allemands évitent de faire des commentaires et la famille de la victime est contrainte de vivre en sachant que les circonstances de la mort de leur fille et l'identité du meurtrier, qui sont évidentes pour beaucoup, ne seront jamais établies devant un tribunal. Officiellement, aucune autre mesure n'est prévue dans cette affaire.